Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e tuto concernant la relation du prix avec le volume. Et aujourd'hui ça va être une vidéo beaucoup plus théorique, puisqu'on va voir finalement pourquoi cette analyse, qui est somme toute une analyse assez classique du marché, pourquoi elle est limitée, et pourquoi on va avoir besoin de nouveaux outils en fait pour venir compléter notre analyse du prix en relation avec le volume seul. Donc, je vais essayer de faire la vidéo la plus courte possible. Il va falloir vous accrocher parce que je suis pas très fan des PowerPoint, donc je vais surtout parler, donc n'hésitez pas à prendre des notes. Mais je pense que c'est vraiment important d'en passer par là au niveau théorique, avant d'attaquer le vif du sujet, du coup, dans les prochaines vidéos où je montrerai vraiment concrètement des outils qui nous permettront du coup d'utiliser ces nouveaux concepts. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, les théoriciens qui ont, on va dire, conceptualisé le rapport entre le prix et le volume sont notamment Wyckoff et Livermore, et c'était des traders et des investisseurs qui tradaient au début du siècle dernier. Donc depuis, le marché a largement évolué, notamment il est devenu électronique, puisqu'on est passé par les ordis, et du coup le contexte est changeant, et forcément ce qui était vrai, on va dire, il y a un siècle, c'est pas que c'est moins vrai aujourd'hui, en tout cas c'est moins complet, parce que du coup eh ben, le marché lui a évolué. Donc les trois problèmes de l'analyse classique du volume, il y en a un premier, c'est finalement le volume total, parce que l'analyse classique se réfère seulement au volume total, et pourtant dans chaque bougie on sait qu'on a des acheteurs et des vendeurs, donc on a un volume acheteur, on a un volume vendeur. Et quand on regarde la différence entre ce volume acheteur et les volumes vendeurs dans chaque bougie, donc c'est ce qu'on appelle le delta, on a une vision qui est finalement bien plus précise. Donc c'est là où par exemple on a des outils de type order flow qui prennent le relais comme le CVD. Donc ça c'est un des outils que je présenterai au cours des prochaines séances. Le deuxième problème c'est également l'analyse finalement classique du volume qui ne regarde que le prix, le volume et un petit peu le temps, mais ne parle pas finalement des autres paramètres qui caractérisent un marché, à savoir la valeur, le momentum, la volatilité et la liquidité. Et donc il y a de nouvelles théories qui ont émergé au cours des années 80, notamment l'auction theory, qui ont permis finalement de combler un peu ce vide et de rattraper le retard avec voilà, le fait que les marchés devenaient progressivement électroniques. Et donc l'émergence de ces marchés finalement électroniques, ça a donné naissance à plein de techniques finalement d'achat et de vente, que ce soit les institutionnels ou les traders particuliers. Et ces techniques-là n'étaient évidemment pas du tout présentes à l'époque, c'est-à-dire au début du XXe siècle. Et, par exemple, je pense tout ce qui va être les ordres iceberg, donc quand il va y avoir des institutions qui vont placer à certains niveaux de prix énormément d'ordres pour absorber finalement la pression acheteuse-vendeuse et pouvoir se faire fil sur des niveaux de prix importants. Tu as le spoofing aussi qui est très connu, c'est on va mettre des gros ordres dans le carnet d'ordre et puis au dernier moment on va les enlever pour faire croire aux autres finalement qu'on va changer d'avis au dernier moment. Il y a plein d'autres techniques, quoi. Et donc le layering, il y a aussi le code stuffing. Donc toutes ces techniques finalement permettent de manipuler le prix au moins sur le court terme, et dans une mesure que voilà, les théoriciens du siècle dernier n'étaient pas capables de prévoir et n'imaginaient pas. Cependant, au niveau macro, c'est vrai que la manière, on va dire, de manipuler les techniques d'incitation classiques sont toujours pertinentes, mais elles sont incomplètes, parce que le contexte, du coup, il a changé. Donc, l'analogie que je peux trouver, c'est en fait, c'est comme pour le poker en ligne, quoi. C'est-à-dire qu'avant, le poker existait, mais c'était à des tables, c'était dans les casinos. Maintenant, tu peux jouer au poker en ligne, donc ça ne change rien aux règles du poker, mais vu que le contexte change, il y a voilà, de nouvelles techniques qui apparaissent, et le contexte est différent. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. C'est un peu comme si on était passé du fusil à répétition au FAMAS, quoi, en quelque sorte. Donc, ça c'est voilà un des problèmes, donc les trois problèmes hein, finalement que j'ai évoqués, donc le fait qu'on se réfère que au volume total, qu'on ne parle pas des autres critères que sont par exemple la valeur, le momentum, la volatilité, la liquidité et aussi le temps, que du coup voilà, il y a des nouvelles techniques on va dire d'investissement et de trading qui sont apparues avec l'avènement des ordinateurs. Et en fait,
il existe aussi un paradoxe par rapport à ce que je viens de dire, c'est que en fait quand on y réfléchit, le trading étant essentiellement technique mais aussi profondément psychologique, il s'agit vraiment de prévoir comment la masse et les autres traders vont réagir, même si ça n'a pas forcément toujours du sens, parce qu'on sait que le marché est finalement assez irrationnel. Et donc il existe finalement un paradoxe qui est que toutes ces techniques de trading liées au volume qui sont relativement obsolètes sont toujours plébiscitées par une grande partie, une grande majorité on va dire de la communauté investisseurs et traders retail. Et donc il y a un risque effectivement de tomber dans une certaine mesure, parce que le retail ne représente pas énormément de volume, enfin en tout cas n'est pas une part conséquente du volume total, mais il y a la possibilité de tomber dans le syndrome de prophétie auto-réalisatrice. C'est-à-dire que si tout le monde croit à une théorie ou à une figure technique de price action, etc., forcément, il y a des chances aussi que ça arrive parce que les gens vont se placer à cet endroit puisqu'ils voient tous la même chose. Par contre, le problème aussi, c'est que du coup, quand on est trop dans le sens de la masse, souvent, on se fait avoir parce que du coup, les gros acteurs, eux, essaient toujours d'avoir un coup d'avance. Donc, si on veut avoir une vision finalement plus poussée, il faut considérer toutes les facettes de l'analyse technique et les différentes dimensions du marché. Donc en gros, on a vu le prix, le volume, mais il y a aussi du coup la valeur, le temps, le momentum, la volatilité et la liquidité. Donc le prix, en gros, c'est ce qui est objectif et visible, c'est ce qu'on voit sur la charte, et le prix suit la valeur. Et la valeur, c'est ce qui est subjectif et invisible, c'est-à-dire c'est ce qu'on donne, ou ce qui est donné, la valeur qu'on donne à un asset, c'est l'information qu'on a de cet asset. Donc si les gens perçoivent un asset comme étant de valeur, parce que voilà, il y a de la macro derrière, il y a une tokenomique quand on parle de crypto, il y a un projet béton, etc. Du coup, la valeur, le prix va suivre la valeur en fait. C'est-à-dire que du coup, on va avoir un asset qui va s'apprécier. Donc ça dépend évidemment de la participation de tous les acteurs et de la valeur qui est perçue par le marché. Le temps est aussi un aspect important, car sans lui, du coup, il n'y a pas de dynamique dans le prix. Si il n'y avait pas de temps, finalement, les dynamiques où on voit par exemple des hausses qui se passent en quelques jours, et après des stagnations ou des baisses qui mettent beaucoup plus de temps, on voit bien qu'il a fallu beaucoup moins de temps pour arriver ici qu'il en a fallu par exemple pour descendre jusque-là. Donc le temps aussi est extrêmement important, et peut être utilisé comme un indicateur de la valeur d'un asset qui est perçu par les acteurs du marché. Pourquoi? Parce que plus un asset reste à un niveau de prix, plus c'est considéré comme une valeur objective, intéressante pour les acteurs, un endroit où on peut échanger, etc. Donc, par exemple, ici, plus on passe de temps ici, plus cette zone, elle, a de valeur. Donc là, je vous renvoie, effectivement au tout premier cours où je vous avais expliqué qu'on avait des périodes de range, des périodes d'expansion, et des périodes finalement de changement de direction. Et donc quand on revient à tester ces zones qui sont perçues par le retail, mais pas seulement, par les institutions comme étant une zone de valeur intéressante, et ben on a des réactions qui sont du coup extrêmement explosives. Par exemple, ici on voit qu'on est revenu retester, on repart direct, et ici aussi. Donc en cela c'est important de regarder les gros niveaux finalement où le prix passe le plus de temps. Ensuite on a du coup le volume qui est un indicateur de, on va dire, l'activité et de l'intensité finalement je dirais du consensus qu'il y a au niveau des acteurs, donc au niveau des acteurs du marché, et donc c'est un indicateur aussi de la valeur réelle du prix, parce que un niveau de prix où il y a énormément de volume qui est échangé, ça nous montre qu'il y a de l'intérêt, donc là où il y a de l'intérêt, ça veut dire que ça va être des zones de réaction, ou en tout cas potentiellement des zones où ça va être intéressant de trader. Donc là par exemple, l'utilisation du volume profile est tout à fait conseillée quand on parle de volume, et ça fait partie des indicateurs que je présenterai au cours des prochaines vidéos. Enfin du coup on a, il en manque quelques-uns, on a vu du coup le temps, le volume, donc on a aussi le momentum. Donc le momentum est là c'est plus voilà un principe de la physique finalement, et dans le marché ça se traduit par l'inertie du prix, c'est-à-dire que quand le prix accumule ici, comme on a vu, c'est comme une batterie qui se recharge, et quand l'énergie est relâchée, ça fait comme un élastique un peu, et le prix part. Mais le prix ne se retourne pas facilement, c'est-à-dire qu'il va stagner,
et ensuite il va se retourner. Il faut imaginer que c'est comme un paquebot qui met du temps finalement à virer de bord, parce que il y a la portance du coup sur l'eau qui l'entraîne, et du coup le temps de me faire machine arrière, même s'il met les moteurs à fond machine arrière, et il y a un petit moment où finalement le momentum va continuer d'avancer, malgré le fait que on commence déjà, par exemple, si je prends l'exemple du marché, on commence déjà à vendre. Dans l'exemple du cargo, c'est qu'on met finalement la marche arrière, mais ça n'empêche pas le cargo d'avancer un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a cette inertie, il y a ce momentum qui finalement entraîne le cargo, et en l'occurrence ici, le marché. Ensuite, du coup, on a la volatilité. Donc la volatilité, c'est la variabilité finalement de l'évolution des prix au fil du temps, et ça peut nous donner une indication sur l'incertitude. Donc bon, je vais pas donner d'exemple ici parce que j'en donnerai dans les prochaines vidéos, mais vous pouvez retenir ça. Et enfin, on a la liquidité. Donc la liquidité, c'est une manière de voir la liquidité. En fait, il y a différentes manières, mais la manière classique dans l'auction theory, c'est de considérer ça comme finalement une friction. C'est des forces opposées qui vont modérer la volatilité. Donc, plus la liquidité elle va être importante, et plus la volatilité elle va être faible. C'est pour ça qu'on parle par exemple de marché crypto illiquide, c'est-à-dire que des cryptos où il y a très peu finalement de liquidité, parce qu'il y a des market cap qui sont petites, il n'y a pas énormément d'acteurs, etc. C'est des cryptos qui, lorsqu'il y a un tout petit peu d'accumulation et un petit peu de, je dirais, de momentum, c'est des cryptos qui vont exploser à la hausse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrepartie en fait. Donc c'est pas tant qu'il y a énormément d'acheteurs, mais c'est surtout l'absence de vendeurs qui va créer cette énorme impulsion, et l'absence des vendeurs, c'est finalement la friction opposée qui va modérer la volatilité, c'est-à-dire la liquidité. Donc pour tout acheteur, il faut un vendeur. S'il n'y a pas de vendeur en face, le prix est condamné à ne faire que monter. Mais ça ne veut pas dire forcément que sa valeur est réelle, parce que du coup, il n'y a pas de vendeur en face. Voilà, donc ça c'est vraiment les principaux paramètres du marché qu'on verra du coup au cours des prochaines vidéos. Simplement, voilà, si je voulais faire un dernier exemple pour vous montrer à quel point c'est important d'utiliser ces paramètres pour vraiment comprendre l'évolution du prix. Donc, si on considère notre analyse classique du volume, je vous avais dit du coup que lorsqu'on a par exemple une bougie très volumineuse, mais avec un volume qui est très faible, on peut considérer ça comme étant une bougie qui n'est pas harmonieuse. Et du coup, il y a de grandes chances qu'on ait un retournement de tendance, parce que finalement, normalement, une grosse bougie doit impliquer un gros volume, et c'est pas tout le temps le cas. Donc, si on ajoute à cette analyse le paramètre de la liquidité, par exemple, on va se rendre compte que c'est pas seulement le fait qu'il n'y a pas énormément de volume, mais c'est surtout en fait le manque de vendeurs. Donc là je reprends l'exemple juste avant, mais ce qui a créé la bougie volumineuse, ce n'est pas le petit volume finalement, ce n'est pas le petit volume acheteur, mais c'est le fait que le peu d'acheteurs qu'il y a eu n'a rencontré aucune opposition, et du coup ça a fait pump le prix d'une manière un peu exponentielle. Et donc peu de volume peut créer une grande bougie s'il n'y a pas d'opposition. Et il n'y a pas de finalement ça s'explique en fait, voilà. Et donc, ça montre finalement les limitations de l'analyse classique du volume en relation avec le prix, qui reste une analyse malgré tout qui est vraie à 80%, mais voilà, on peut améliorer finalement cette probabilité, ou en tout cas ce pourcentage d'efficacité, en incluant d'autres paramètres. Donc les prochaines vidéos porteront sur finalement d'autres indicateurs et comment les utiliser en prenant en compte ces nouvelles dimensions du marché. Et je pense qu'après je m'arrêterai pour les tutos, parce que je considérais que le travail que j'ai fait là-dessus est fini. C'est des outils vraiment très puissants, donc après c'est à chacun effectivement de se les approprier pour en faire voilà, des outils à utiliser au quotidien, que ce soit en investissement ou en trading. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite.